Vous êtes maintenant connecté à Point de vue, le podcast qui vous amène près du ring où chaque coup raconte son histoire. Bonjour fans de boxe sur le Point de vue. On a beaucoup de choses à voir cette semaine. Il y a eu beaucoup de sujets. Il y a eu un grand combat dans la boxe féminine hier. Il y a Castavalli contre, bien entendu, Seniesa Estrada. Il y a Castavalli qui a 30 victoires. Maintenant, 3 défaites, 9 knockouts, qui était championne IBF et WBO des poids minimums. Puis Seniesa Estrada, qui est on la veut comme la successeur, la version féminine d'Oscar de la Hoya, latino-américaine. 26 victoires, maintenant aucune défaite, 9 knockouts, qui était championne, qui est toujours championne WBC, WBA des poids minimums. D'ailleurs, elle a unifié toute l'entièreté de la division des poids minimums. Elle a les 4 titres maintenant. On va parler aussi de la nouvelle qui est tombée pour le 29 juin à Miami. Le Dragon Steve Claggett, d'Eye Tiger Management, qui va affronter Teofimo Lopez, le Takeover, qui a 20 victoires, une défaite, 13 knockouts. Lui qui est champion de WBO, les 140 livres. Ça, c'est le deuxième sujet, bien entendu. C'est quand même une bonne nouvelle en soi, mais il y a du étrange dans ce sujet-là. Lopez est l'actuel champion de WBO, les 140 livres. C'est quelque chose qui peut être très intéressant si ça se concrétise. Ça a été sorti par Mike Coppinger, un collègue à moi. Et on va parler aussi de l'adversaire d'Arslanbek Makhmoudov. Makhmoudov fait son retour après sa défaite contre Adjil Kabayel le 23 décembre dernier. L'adversaire de Christian Mbili, qui est bien entendu Mark Efron, qui est quand même un choix assez surprenant ici. Et on a aussi, on va voir aussi qu'est-ce qu'il va se passer avec Claggett et Mike Owen qui va avoir lieu le 11 avril, qui devrait avoir lieu le 11 avril prochain. Puis pour ça, il faudrait que Eye Tiger se manifeste pour pouvoir vraiment officialiser le combat entre Mike Owen et Steve Claggett, parce qu'ils ne sont pas manifestés pour pouvoir confirmer la nouvelle que Steve Claggett affronterait Teofimo Lopez dans un combat de championnat du monde. Et il y a Isaac Cruz aussi ce soir, le Pitbull, 25 victoires, 2 défaites, 1 nulle, qui va affronter Rolly Romero. Rolly Romero qui a échappé belle dans le vol de l'année en 2023 contre Ismael Barroso. Ismael Barroso qui aurait dû gagner ce combat-là, qui était en voie de le gagner, lui qui a 25 victoires, 23 knockouts, maintenant 4 défaites. Il s'est fait totalement voler. Et pour ça, on va commencer par la nouvelle de le combat d'hier de Vallée qui m'a beaucoup... combat fort intéressant. Pour être candidat pour combat de l'année. 2 boxeuses aguerries, 2 boxeuses complètes, qui ont un sérieux dédain un envers l'autre, surtout quand que Vallée a critiqué le manque de respect que Seniesa Estrada a donné à son héritage mexicain, latino-américain. Seniesa Estrada a peut-être un nom latino-américain, mais ne parle aucunement espagnol, en aucune façon. Et Vallée l'a attaqué à plusieurs reprises sur ce sujet-là, qui a semblé irriter Estrada. Et le combat s'est penché du côté d'Estrada. Et moi, j'avais Vallée gagnante. D'ailleurs, c'est dans tous les réseaux sociaux d'aujourd'hui, tout le monde annonce que Yoka Castavalli aurait dû l'emporter. On est allé se battre en Californie dans la cour de Seniesa Estrada. Et d'ailleurs, c'est une boxeuse de top rank, une grande vedette de top rank. Comme je le disais, la version féminine, on l'a vu, la successeuse d'Oscar de la Hoya. Elle se promène avec une cape, Superbad Estrada. Un bon marketing, fille qui boxe très bien. Mais elle n'a pas gagné ce combat-là. D'ailleurs, je questionne beaucoup les statistiques. Je me demande si les statistiques du combat sont véridiques. On a du côté de Estrada 102 coups sur 412 qui a atteint, qui est 24,8 d'efficacité. Ce côté, si je me souviens bien, de Vallée 99 sur 435, qui est 22,8 d'efficacité. Sur les Power Punch, Estrada a 86 sur 255, ce qui veut dire 33,2. Vallée 85 sur 267, qui est 31,8. Mais quand tu regardes le combat, tu vois que Vallée touche plus souvent la cible. Il y a des rounds serrés. Moi, j'avais 96-94 au Vallée. C'est pas le vol du siècle, mais c'est quand même un vol, puis les gens décrient ça. Parce que c'est la façon que ça s'est fait. Quand on a décrit le combat, l'annonceur, le descripteur du combat, qui est Timothy Bradley, il était un grand boxeur. Il est un Hall of Fame à partir de l'année passée. Il est tombé dans le Hall of Fame de la boxe avec mérite. Il a eu une grande carrière. Tout le long qu'il parlait du combat, qu'il décrivait le combat entre Estrada et Vallée,
il ne faisait juste que parler de qu'est-ce qu'Estrada faisait de bien. Et non qu'est-ce que Vallée faisait de bien. Il n'y avait aucune objectivité. Tout était biaisé. Les statistiques sont biaisées. J'en suis sûr que les statistiques vont plus en faveur que Vallée, que Estrada. Et son opinion était biaisée aussi. Tu sais, ça paraissait trop qu'on commentait, qu'on faisait la promotion de Superbad Estrada, qu'on la voyait, qu'on la montait déjà à la victoire avant même que la victoire arrive. Puis ça, Vallée le savait qu'il était en territoire ennemi. Il fallait un knockout pour gagner. Ça, c'est plus rare dans la boxe féminine. C'est d'ailleurs prouvé par UCLA, l'Université de UCLA en Californie, que les femmes sont 162% moins puissantes que les hommes en termes de force. C'est pour ça qu'il y a moins de knockouts chez les femmes. Néanmoins, je vais quand même mentionner que Yokosta Vallée aurait dû être la championne ultime des 4 couronnes, la reine des poids minimums. Deuxième sujet. C'est tombé cette semaine, puis honnêtement, je ne comprends pas pourquoi Eye of the Tiger Management n'a pas jumpé sur cette nouvelle-là. Steve Claggett aurait finalisé un deal avec Teofimo Lopez pour se battre pour le titre WBO des 140 livres à Miami le 29 juin prochain, ce qui est une grande nouvelle. Claggett, lui, qui a 38 victoires, 7 défaites, 2 nuls, 26 knockouts. Puis c'est étonnant parce qu'avec l'habitude, ont l'intuition, la bonne intuition d'associer leurs boxeurs à des noms qui sont plus notables pour les publiciser. C'était le cas dans le temps quand David Lemieux surfait sur le nom de Canelo Alvarez pour voir s'il allait l'affronter ou non. On l'associait le nom de Saúl Alvarez avec David Lemieux dans toutes les conversations pour publiciser ces boxeurs. Eye of the Tiger Management ont étudié ont employé cette méthode-là qui fonctionne, qui peut fonctionner, qui maintient un intérêt si on veut. Ça a été le cas de Makhmoudov avec Tyson Fury. Ça a été le cas de Simon Keane contre Tyson Fury quand on a avancé, qu'on avait des discussions avec Tyson Fury en octobre 2020 dans un site qui était parodié, un site qui était totalement faux, qui était le faux site de MTK Global à nouveau, qui a été changé dans la même journée comme Chin-Chat Boxing. Simon Keane n'avait aucune discussion avec Tyson Fury, mais on a quand même associé le nom de Simon Keane à Tyson Fury, qui est beaucoup plus populaire, qui est champion actuel de WBC des lourds et qui l'était en octobre 2020 aussi d'ailleurs. Et Christian Mbili contre Canelo, maintenant on fait ça. Christian Mbili, quand il a gagné son combat contre Ron Murdoch, il fait un appel à Canelo, il lance un défi à Canelo. C'est la chose à faire. Tu publicises ton nom, tu l'associes dans la conversation dans des boxeurs qui sont plus populaires, qui peuvent te permettre de monter, qui peuvent te permettre d'avoir des combats d'importance et éventuellement aussi des combats de titre qui sont juxtaposés avec le nom qui va avec. Et Claggett a cette opportunité-là présentement. Lui qui est longtemps associé à l'étiquette de gatekeeper, qui est le gardien des clés. C'est le genre de boxeur qu'il faut que tu battes pour te rendre à un combat pour le titre. Et Claggett, longtemps, ça l'a dérangé, cette étiquette-là. Il cherche à s'en sortir. Lui qui a eu une défaite contre Mathieu Germain dans le Carré d'As en 2021, organisé par Eye of the Tiger Management. Carré d'As que David Théroux a participé, Yves Junior a participé, le Dragon de Calgary, Claggett a participé, et bien entendu, Mathieu Germain, qui était à l'époque avec Eye of the Tiger Management, a participé, qui était un tournoi qui était à saveur locale, qui a très bien fonctionné pour Camille Stéphane, qui était très populaire. D'ailleurs, on a vu que la carrière de Claggett est quand même assez notable. Des victoires contre Francisco Cotoni pour le titre canadien des mi-moyens. Contre Stuart McLean, il a vaincu Stuart McLean pour le titre du Conseil canadien des mi-moyens encore. Emmanuel Robles est tombé à Las Vegas, qui était une vedette américaine, contre le Dragon de Calgary. Pedro Sanayan a été vaincu par Steve Claggett, lui qui a vaincu Subriel Mathias, qui est l'actuel champion IBF des super légers. Mais bien sûr, Subriel Mathias, qui a 20 victoires, une défaite, 20 knockouts, a vengé cette victoire-là par knockout en détruisant Anayan. Mais quand même, c'est quelque chose comme un fait d'armes. Il y a eu Alberto Machado, la Machette Machado, qui est un ancien champion de WBA des super plumes, qui est tombé sous le feu, sous la furie, qui a été brûlé par la furie de Claggett. Bien entendu, Miguel Maduano, 31 victoires, 2 défaites, 28 knockouts, qui a été aussi vaincu par Claggett.
et Carlos Sanchez. Puis à cette époque-là, voyant les adversaires qui grimpaient tout le temps, il y avait Raphaël Guzman aussi qui est là-dedans les 3 dernières années, on sentait que le Cadget est non seulement en train de se défaire l'étiquette de gatekeeper, mais il est en train de devenir un aspirant important. Et la preuve est là. Il est numéro 8 à la WBC. Il est numéro 13 à la WBO et 15 à la IBF. Donc, il est dans le top 10. Et Teofimo Lopez veut un adversaire qui va lui donner de la pression, mais qui est battable. Qui va lui donner un spectacle. Et Claggett, je peux vous garantir qu'à chaque fois, il donne un spectacle. Mais lui-même a été déçu par son dernier adversaire, Marco González Barrera, qui était vraiment un step down. Une marche par en bas, comme si on peut dire, comparativement au Machado, au Maduano, au Sanchez, qu'on avait opposé de suite, qui faisait en sorte que c'était des adversaires qui étaient coriaces et que Claggett s'en est départi. Mais ce qui est étonnant, c'est que Eye Tiger Management n'a pas confirmé la nouvelle de leur côté que Claggett allait affronter Lopez. Ils maintiennent encore que Mike Owen est l'adversaire de Claggett pour le 11 avril prochain. C'est toujours sur BoxRec d'ailleurs. Et ça, c'est un adversaire qui est haut des plus décevants. Owen est 247e sur BoxRec dans la division de Claggett, les 140 livres. Il y a 19 victoires, 2 défaites, 9 knockouts. On appelle le bad man l'homme mauvais. Moi, je l'appelle tout simplement un mauvais choix d'adversaire. Lui, il a vaincu des adversaires avec des fiches positives, c'est-à-dire des fiches qui ont plus de victoires que de défaites seulement 2 fois dans sa carrière. C'était contre Ryan Di Bartolomeo, pas facile à dire, mais c'est arrivé, et Harry Gigliotti, qui avait des victoires, des défaites positives. À l'époque, Di Bartolomeo avait 3 victoires, aucune défaite, une nulle. Et Gigliotti avait 9 victoires, 4 défaites, mais c'est rien pour inquiéter Claggett. C'est comme un combat pour le tenir un peu occupé. Mais si tu as l'opportunité de te battre pour le titre, puis je sais que Claggett veut absolument un titre, lui, la raison pourquoi il est si inspirant, c'est que le Dragon de Calgary a mentionné que même s'il y a 7 défaites, même si tu as 7 défaites en carrière, tu peux espérer avoir un combat pour le titre. Tu peux espérer parce que tout le monde va avoir une fiche immaculée, tout le monde veut sembler invincible. Et Claggett, lui, il n'y en a rien à faire là, de ça. Il va affronter n'importe qui. Même si j'ai 7 défaites, je peux devenir un champion du monde, puis je vais le prouver que je peux. Puis je peux vous dire une chose, il y a une réelle chance contre Lopez. Il faut se départir de. Oubliez Mike Owen, ça n'a pas d'importance, ce combat-là. Aucunement. C'est pas ce que Claggett veut. Il veut absolument Lopez. Ça, je peux vous le confirmer. Il veut ce combat-là. Il veut un combat pour le titre. Puis c'est prenable. Il y a une réelle chance, comme je mentionnais. Lopez, oui, il a 20 victoires, une défaite, 13 knockouts. Mais Lopez qui a été vaincu, qui a vaincu Vassil Lomachenko dans la surprise de l'année en 2020. Vassil Lomachenko, qui était le champion champion de WBO, de WBA et de WBC des légers, qui a perdu le titre WBC parce que la WBC a transformé leur titre des légers en titre franchise, affrontait le champion IBF, Teofimo Lopez, dans une unification qui était très attendue. Et Lopez avait gagné le titre contre Richard Comey. Richard Comey, qui était un grand gagneur du Ghana, qui avait 29 victoires, 2 défaites, 22 knockouts, a battu Vassil Lomachenko dans la surprise de l'année, un bon combat. Et on passait à partir de là que Lopez s'était parti, qu'il allait à peu près être invincible, qu'il aurait une carrière un peu à la Sugar Ray Leonard, quelque chose qui ressemble à ça. Ben, lui qui a causé la surprise de l'année 2020 s'est fait faire la surprise de l'année 2021 quand il s'est fait battre contre George Kambosos, qui n'était même pas supposé être un adversaire difficile pour lui. D'ailleurs, il a chuté au premier round, il a fait chuter Lopez a fait chuter Kambosos au 7e, mais il a perdu le combat, il a perdu ses titres unifiés des légers. Et un peu la même chose est arrivée contre Sander Martin. Sander Martin était supposé être un adversaire qui était prenable pour Lopez. Et on l'a volé Sander Martin. Sander Martin a gagné, selon moi, contre Lopez et selon la majorité des gens. La même chose qui est arrivée avec German Ortiz. German Ortiz n'était pas un adversaire qui était supposé inquiéter le champion de l'EBO des super légers, le takeover, qu'on appelle Lopez, mais pourtant, il aurait dû gagner contre Lopez. On dirait que
L'adversaire de Teofimo Lopez, c'est lui-même. Quand le défi est grand, mettons contre Josh Taylor, contre Richard Comey, contre Vassil Lomachenko, il va remporter ça haut la main. Quand il voit que le défi est moins grand, quand il pense qu'il peut battre cet adversaire-là avec une main, l'adversaire a souvent le dessus sur lui ou l'emporte presque, ou l'emporte dans la majorité des cas. Martin aurait dû gagner, Ortiz aurait dû gagner et Kambosos ont gagné, ce qui veut dire que il regarde Steve Claggett de haut parce que Subriel Mathias a envoyé un défi en unification IBF-WBO à Lopez. Lopez a refusé d'affronter Mathias, mais il veut un combat qui va être intéressant, qui va être excitant pour les fans. Et c'est pour ça qu'il choisit le Dragon de Calgary. Donc, s'il regarde Claggett de haut, et je suis sûr qu'il le fait, Claggett a une réelle chance de battre Lopez. Est-ce que ça va arriver? Au terme de talent, Lopez devrait l'emporter. Meilleur jeu de pied, bonne puissance, bon boxer-puncher, rapide, les deux mains, fatal aussi des deux mains. Donc, sur papier, Lopez devrait l'emporter. Mais c'est dans sa tête le problème. Quand il voit que ce n'est pas un défi, l'autre boxeur a une réelle chance. Et je pense que le Dragon de Calgary a une chance de le vaincre. Je pense que ça peut arriver. Sur le deuxième sujet, Solid Mbili. Christian Mbili va affronter Mark Efron prochainement. Mark Efron, qui est un boxeur quand même assez notable, hein, quelques victoires assez intéressantes. Mais, selon moi, il n'y a rien pour inquiéter Mbili. Mbili a 26 victoires, aucune défaite, 26 knockouts. Et on regarde ça, Efron, c'est 30 victoires, 3 défaites, 1 nulle, 24 knockouts. C'est intéressant sur papier. Mais Efron, honnêtement, il vient de se faire passer le knockout contre Jack Collin. Au 3e round, Jack Collin n'est pourtant pas un cogneur. Et Diego Pacheco a passé sur lui comme un auto. Donc, imaginez qu'est-ce que Christian Mbili peut faire à Efron dans un ring de 16 pieds. Quand Mbili a l'avantage de la puissance, selon moi, et un boxeur qui est connu pour son style hautement offensif, agressif et qui peut cogner des deux mains. Mbili est extrêmement dangereux pour un adversaire comme Efron, puis je ne comprends pas pourquoi on se rend là. Mbili a vaincu 2 top 10, Ron Murdoch et Carlos Gongora, dans un combat qui a failli devenir le combat de l'année en 2023 et le round de l'année en 2008. Carlos Gongora est un top 10, Murdoch aussi. Efron n'est pas un top 10. Si tu veux attirer des combats de championnat ou Canelo ou David Benavidez, puis il y a un nom que personne ne veut mentionner, c'est comme Voldemort dans Harry Potter, David Morrell, 10 victoires, aucune défaite, 9 knockouts. Le Cubain gaucher que même David Benavidez ne veut pas prononcer son nom. Si tu veux attirer, admettons qu'Ambili veut attirer Canelo, il ne pourra pas dire « Hey, je viens de battre Mark Efron », qui est quand même un ex-champion du British Boxing Board of Control des super moyens et de l'Empire britannique des super moyens, mais qui n'est pas assez impressionnable pour pouvoir dire que Canelo va dire « Hey, moi, je vais affronter Mbili après ça. » Il n'y a rien, c'est pas suffisant pour impressionner la planète boxe. Ce n'est pas un top 10. Cependant, ce qu'on veut faire, selon moi, c'est protéger les classements de Mbili le temps que Canelo laisse les ceintures WBC, WBA, WBO et IBF vacantes. Peut-être après sa victoire contre Jamie Munguia dans un combat que personne n'a de l'intérêt pour ce combat-là. La magie Canelo est vraiment en train de s'éteindre. On veut positionner Mbili comme un prochain champion du monde. Et je le crois qu'il va être champion du monde. Lui qui est deuxième à la WBA, deuxième à la WBC, il a perdu son classement numéro 1 contre Jamie Munguia, justement, à cause que Jamie Munguia a vaincu John Ryder. Et aussi, Mbili est troisième à la WBO et quatrième à la IBF. On cherche à maintenir tout ça en place pour qu'éventuellement, Mbili affronte un champion du monde, mais je suis déçu de l'adversaire, je vais le dire. C'est essentiellement ce qu'on voulait. C'est pas essentiellement qu'est-ce qui était attrayant pour lui, mais ça va être un combat qui va être comme un film d'action, un action-packed fight, parce que Mbili n'a jamais été plate dans le ring, au mon Dieu, Seigneur, loin de là. Il est toujours très impressionnant, très offensif dans le ring, un style qui peut plaire à tout le monde, mais c'est pas l'adversaire qui peut impressionner puis attirer un combat de titre pour un Saúl Alvarez
Je ne le crois pas. Troisième sujet. Le Lion. Le retour du Lion. Aslanbek Makhmoudov, qui est rendu à 18 victoires, une défaite, 17 knockouts. Dit de même, ça a l'air absolument terrifiant. Ça a l'air absolument terrifiant comme fiche. Lui qui s'est incliné contre Ajit Kabayel le 23 décembre dernier dans la deuxième excursion de Riyadh Season au cœur de l'Arabie Saoudite. Aslanbek Makhmoudov n'a pas passé le 4e round contre Kabayel, que maintenant 24 victoires, aucune défaite, 16 knockouts. C'est une prédiction que j'ai eue juste. J'avais prédit la victoire de Kabayel au 4e round. Mais regardez, j'ai aucun mérite dans cette prédiction-là. C'était si Kabayel est un bon boxeur et Aslanbek Makhmoudov, ses habiletés s'améliorent aucunement. Il boxe mal, on va se le dire. Il boxe mal. Il envoie sa droite, il est tout le temps, quand il envoie sa droite, il est tout le temps en déséquilibre. Il n'envoie pas de crochet de gauche, il n'envoie pas de jab et il n'y a pas de défensive. Il bloque les coups avec son menton, comme Ricardo Marioga faisait. Et la science de la boxe se veut de frapper sans se faire frapper. Si c'est la définition type qu'on apprend au niveau littéraire, ben, Aslanbek Makhmoudov ne rentre pas dans la catégorie de ce qu'on appelle un bon boxeur. Et il y a beaucoup trop de lacunes pour être champion du monde, selon moi. Lui qui a la puissance de son côté, il est très puissant, mais il a failli l'échapper aussi en septembre 2022 contre Carlos Takam. Si ce n'était pas des 2 chutes de Takam, dont une très rapide au premier round, avec une droite, eh bien, Makhmoudov ne gagnait pas ce combat-là. C'est quand même un bon adversaire qui a vaincu, mais c'est un combat qui se voulait serrer. Mais à cause des 18, Takam n'a pas gagné ce combat-là. Mais l'autre chose aussi, c'est que Makhmoudov, le mot est passé dans la division des lourds. Il ne fait plus peur à personne. Kabayel le regardait dans les yeux, sans même flincher dans le face-à-face de quelques secondes avant le combat. Et Makhmoudov, l'argument, c'était que tout le monde a peur de Makhmoudov. Là, c'est rendu l'argument que tout le monde a peur d'Mbili. Je ne dis pas que c'est pas vrai que certains boxeurs ont peur de l'un et l'autre, mais je pense pas que tout le monde a peur de tout le monde. Je pense que quand l'argent est correct sur la table, tu mets tes peurs de côté et le défi est là. Mais c'était ça qu'on a. On a brandé Makhmoudov comme le bonhomme 7 heures, le boogeyman. Et quand il y a eu un vrai défi, ben, il a échoué ce défi-là. Je ne pense pas que Makhmoudov peut aller bien loin après dans sa carrière. Lui qui va affronter quand même Julian Fox. Julian Fox, c'est 20 victoires, 3 défaites, 11 knockouts. Lui qui s'est incliné par décision unanime contre Joseph Parker, par KO au premier round contre Lucas Brown, qui est un ancien champion des lots de la WBA, version régulière, le titre régulier qui est le titre moindre de la WBA, le vrai titre de la WBA des lots, qui est d'ailleurs détenu présentement par Alexandre Usyk. Et s'est incliné par Frank Sanchez à son dernier combat dans un KO brutal au 7e round. Sa meilleure victoire, je pourrais dire, c'est contre Dominic Guinn, qui était rendu à un de ses derniers combats, 37 victoires, 12 knockouts. Dominic Guinn, en passant, qui est un des fils illégitimes de Mohamed Ali. Et Junior Fox a aussi vaincu Greg Lewis. C'est quand même pas si mal. Puis je trouve que c'est un bon adversaire pour Makhmoudov pour venir. Je trouve que c'est quand même un boxeur, oui, qui a été ébranlé, qui a été commotionné, qui a été ébranlé par des knockouts assez violents. Mais on espère à chaque jour, à chaque combat, je veux dire, que Makhmoudov a appris un peu plus au niveau boxe. Parce que quand on voit l'entraînement, il y a un bon jab, bon crochet de gauche, la main droite, tout est fluide, tout est compact, tout va ensemble. Mais quand les émotions prennent le dessus, dans le ring, il perd ses moyens, il est obsédé à envoyer sa droite, il se craint le coup comme ça, et j'ai l'impression qu'il ne se souvient plus comment, du plan de match qui a été établi, il n'établit pas un jab non plus, on dirait qu'il ne se souvient plus comment boxer, on va l'appeler comme ça. Pourtant, il est très beau à voir à l'entraînement. Il a une très grande puissance. Mais s'il n'est pas capable de battre Ajit Kamayel, à mon sens, il ne peut pas être champion du monde. Junior Fox, on va voir comment il va réagir. C'est quand même un bon adversaire pour un combat de retour. C'est mieux que les adversaires qu'il a déjà affrontés, comme les Junior Wright, my God, les Avery Gibson de ce monde aussi. C'est mieux que les Dylan Carmen aussi, qui étaient pas mal à la fin de son parcours. Mais voyons voir comment que le Lion peut réagir prochainement
à son prochain combat. Voyons voir si Eye of the Tiger aussi vont maintenir leur combat, le combat entre Steve Claggett et Mike Owen. Et parce que je suis sûr que Steve Claggett, que Dragon de Calgary est déçu d'un deuxième adversaire qui est assez moyen, mais celui-là, c'est pire que pire. Le 247e sur BoxRec. Ses partenaires d'entraînement lui donnent sûrement plus de problèmes. Et Claggett, je sais, qu'il veut manger des bandes. Ce combat de Lopez est officiellement signé. Puis Mike Oppinger, il n'a pas l'habitude de se tromper. Il y a des sources très solides que j'ai eu la chance de discuter avec quand il était à Québec pour le combat d'Arthur Beterbiev contre Callum Smith. C'est un chic type. Je suis certain que Claggett va sauter sur l'occasion d'avoir un titre. Et c'est l'occasion aussi à Eye of the Tiger Management d'ajouter un troisième champion à leur histoire avec David Lemieux, maintenant Vanessa Lepage-Joannis, qu'on soit d'accord avec le résultat ou non. Et Claggett pourrait être le troisième de l'écurie des Tigres à être champion du monde. Et il y a vraiment une vraie possibilité ici que ça arrive. Parce que Lopez n'apprend pas de ses erreurs. Il regarde ses adversaires qui semblent prenables de haut. Et Claggett, il lance en volume, il lance de l'intérieur. Il est très, très fatigant pour un boxeur que souvent, il prend des soirées off comme Lopez. C'était le point de vue. Mon point de vue, c'est pas obligé d'être votre point de vue, mais c'est un point de vue. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.